Ça va dépendre de la tonicité de l'utérus, ça va dépendre de la décision de la femme, de sa capacité à se détendre. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une méthode qui fait moins mal que l'autre, et on ne peut pas dire que ça fait nécessairement mal. Donc la tonicité de l'utérus, c'est sa capacité à se contracter. Pour comparer, certaines femmes ont des douleurs en période de règles et d'autres pas. Ça, c'est la tonicité de l'utérus. Celles qui ont mal, c'est qu'elles ont un utérus qui est plus dur lors des contractions, alors que les deux se contractent. Donc comme il va se contracter avec la méthode médicamenteuse, comme il peut se contracter un petit peu quand on fait l'aspiration, un peu comme un ballon qui se dégonflerait, certaines femmes ont effectivement un peu de crampes à ce moment. Maintenant, on les accompagne avec des antidouleurs, bien évidemment. Après, je pense que la décision va énormément jouer. Une femme qui est bien au clair avec sa décision et avec l'acte va évidemment sentir les choses très différemment d'une personne qui est dans une grande ambivalence ou dans un chantage affectif ou dans une culpabilité importante. Alors les risques sont limités pour autant comme en Belgique, on soit dans une situation où l'avortement est possible. Évidemment, quand on est dans des avortements clandestins, ma réponse n'est absolument pas la même. Le risque principal, c'est lié à des infections qui pourraient profiter de l'occasion pour remonter dans l'utérus. Donc c'est entre autres pour ça qu'il y a un examen préparatoire qui permet de faire un frottis préventif ou de mettre en place un traitement si nécessaire. Le risque zéro n'existe pas, mais si on prend les chiffres des complications immédiates après l'avortement, on est à moins de 1% sur l'addition de toutes les complications possibles. Les complications ne veut pas dire danger non plus. Quand on parle de complications, on parle de perte de sang trop importante, de type un peu hémorragique. Alors, hémorragie, on a l'impression qu'on va se vider de son sang. Non, ça veut dire que c'est trop important par rapport à la norme, par rapport à la normale. Donc, il y a moyen d'intervenir sans sombrer dans un film gore avec transfusion et ce genre de choses. On ne peut pas exclure un risque avec la méthode par aspiration de perforation de l'utérus, mais c'est assez exceptionnel malgré tout. C'est différent pour d'une femme à l'autre, la manière dont elle va se sentir après l'avortement. Je pense que la première clé, la première condition, c'est la manière dont elle perçoit l'avortement et la clarté de sa décision. À nouveau, plus elle est au clair dans sa décision, plus ça va conditionner l'après-avortement au niveau psychologique. La plupart des femmes qui sont bien au clair, quand elles nous consultent, après l'avortement, se sentent plutôt soulagées. Et donc n'ont pas nécessairement besoin de revenir sur cet avortement dans les jours, les semaines qui suivent, ou même les années qui suivent. Après, il ne faut pas oublier que l'avortement entre dans un contexte qui est lié à l'histoire d'une personne, histoire de couple, histoire personnelle et autres. Et donc, ce n'est pas toujours facile de tout retranscrire et de tout comprendre sur une prise en charge, sur un rendez-vous. Et donc, certaines personnes reviennent effectivement après un épisode d'avortement. Mais c'est pas toujours, voire même pas si souvent que ça finalement, sur l'avortement lui-même qui serait mal vécu, mais plutôt le terreau qu'il y avait et qui a amené à choisir d'interrompre une grossesse qui est conflictuelle et qui est à résoudre. Donc par exemple un problème de couple. À peu près, l'ensemble de la prise en charge du début à la fin coûte à peu près 500 €. Mais ce montant n'est pas payé par la femme, puisque dans les centres extra-hospitaliers, dans les centres de planning familial, il y a une prise en charge par la mutuelle. Et donc la femme a juste un ticket modérateur de 1,95 € qu'elle paye au début de la prise en charge et un deuxième ticket modérateur de 1,95 € qu'elle payera au moment de l'avortement. Dans un centre hospitalier, là, il n'y a pas de convention à l'heure actuelle, donc le coût est plutôt lié au professionnel qui sera vu à l'organisation de l'hôpital. Alors, les centres de planning les professionnels de centres de planning sont tenus au secret médical et au secret professionnel. Donc, de notre point de vue, on maximise la discrétion. Par rapport à l'entourage de la personne, d'abord, elle a le choix de mettre ou non au courant son entourage, que ce soit ses parents, que ce soit sa famille, que ce soit des amis, que ce soit son partenaire. Ça, c'est elle qui choisit. Et de même, elle peut venir seule ou elle peut venir accompagnée pendant la prise en charge.
Après, parfois, on discute un petit peu de cette situation en fonction du contexte, en fonction de l'histoire de la femme, mais c'est elle qui choisit. Donc, finalement, c'est une décision qui lui appartient à elle seule, et c'est elle qui décide de mêler ou non d'autres personnes dans la discussion, dans la réflexion, pour avoir des avis ou pour, je pense, au partenaire, pour prendre une décision, essayer de prendre une décision commune, par exemple. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Alors, en centre de planning familial, on a des cabinets médicaux classiques, j'ai envie de dire basiques. On fait de la petite gynécologie en temps normal, donc on est juste équipé en supplément pour pratiquer l'avortement, c'est-à-dire un échographe, un petit peu de matériel pour la dilatation, pour l'aspiration et une pompe d'aspiration. Donc ça ne nécessite en réalité pas un gros matériel. Pour la méthode médicamenteuse, on attend, donc on fait juste un suivi, donc on fait éventuellement une échographie pendant le processus. Et puis c'est tout. Donc on a juste une pièce où la personne peut rester si elle a besoin de rester pendant un certain temps. Donc il y a ce qu'on appelle l'accueil dans notre jargon, donc le premier contact pour prendre rendez-vous par rapport à une demande d'avortement. Là on va prendre quelques informations concernant la femme et sa situation et lui fixer un premier rendez-vous, c'est la deuxième étape. Premier rendez-vous où il y a un entretien psychosocial et une rencontre avec le médecin. Puis il y a la semaine de réflexion, on arrive, si elle est décidée à interrompre la grossesse, à la troisième étape qui est l'avortement avec deux méthodes possibles, donc la méthode médicamenteuse et la méthode par aspiration. Et puis il y aura une quatrième étape qui sera la visite de contrôle pour s'assurer que tout va bien. Alors ni l'un ni l'autre, ça va dépendre très fort de la personne, de sa perception, ça va dépendre très fort de sa situation. On ne peut pas dire que la méthode médicamenteuse soit plus facile contrairement à ce que certaines personnes pensent, et d'ailleurs certaines femmes nous disent après coup « oh, j'aurais pas dû prendre cette méthode-là », et on ne peut pas dire que la méthode par aspiration soit plus difficile nécessairement. Parce que c'est assez limité dans le temps. Donc beaucoup de femmes nous disent après coup aussi « oh, je m'attendais à pire » par exemple. On va pas reprendre le travail le jour même quand même. Après, ça dépend un peu quel travail on fait, mais on va dire que dans notre discours en tout cas, on dit que le lendemain, on peut reprendre ses activités tout à fait normalement. Après, en fonction du travail, on va peut-être conseiller d'avoir un jour supplémentaire. En fait, les jours qui suivent une interruption de grossesse, c'est un peu comme la période de règles. Donc on a des pertes de sang et on a éventuellement des petites crampes. Donc voilà, et chaque femme a des règles un peu différentes et un vécu de règles un petit peu différent. Donc c'est très particulier. Mais voilà, ça reste tout à fait possible de reprendre ses activités. On a même des femmes qui travaillent le soir, qui nous disent on fait l'interruption de grossesse le matin et qui nous disent oh, moi je me sens bien, j'irai travailler ce soir.